Eh bien, chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Garage Story. Si je vous parle de Suisse, de garde républicaine, d'entrecôte à 45 francs, de chopper et de grands cols enneigés, vous allez retrouver tout ça dans ce nouvel épisode de Garage Story, une aventure que j'ai vécue il y a bientôt 10 ans. C'est parti. Vous savez, je n'habite pas les Alpes pour rien. J'habite les Alpes car je suis passionné par les Alpes. Et en 2016, j'ai vécu une histoire qui m'a marqué et dont je garderai tous les détails en mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Cette histoire se passe dans un pays qui m'a jusque-là causé beaucoup de tort. C'est un peu comme une maîtresse. On l'aime éperdument, on pense toujours à elle, et à chaque fois qu'on va la voir, on a des emmerdes. Alors, on retourne toujours à la maison au final. Eh bien moi, c'est en Suisse que ça se passe. La Suisse, c'est quand même un pays particulier. Déjà par ses habitudes, par sa population si hétéroclite, mais surtout pour ses régions alpines. Ses grandes vallées parsemées d'arbres, de forêts, de rivières et de prairies verdoyantes. Ces cols qui n'en finissent plus, ces routes en enfilade qui serpentent au cœur des montagnes, et surtout cette culture du secret, ces forts militaires cachés dans les falaises, ces petits villages préservés où on a l'impression que personne ne vit. À chaque fois que je passe en Suisse, j'ai cette sensation d'être au cœur de ma passion pour les montagnes, pour la région alpine que j'habite. Je vais vous raconter toute cette aventure. Nous sommes donc en 2016, je suis dans mon garage et j'ai cruellement envie d'aventure. Il y a quelque temps, j'ai récupéré une base de chopper rigide assemblée à la base avec des tubes de chauffage. Et il est équipé d'un moteur de Kawasaki ZX9R précisément, qui développe pas loin de 130 chevaux. Cet assemblage n'est pas du tout prêt à rouler. Et c'est là-dessus que j'ai envie de partir. Il s'avère que je discute pas mal avec un ami qui s'appelle Adrien, que j'estime particulièrement, une personne de haute valeur. Et cet ami est acrobate dans la garde républicaine. Je suis vraiment étonné par ses prouesses. Et il me parle de son projet de rejoindre le Stelvio cette année avec des motos des années 2000 au maximum pour respecter une sorte de tradition, ne pas y aller avec des motos trop modernes, respecter ce col si emblématique. Je réfléchis un peu et je lui annonce que c'est avec mon chopper que je finirai à temps, que je ferai ce périple, et avec mes amis, qui seront aussi dotés de machines pour le moins originales. Sachez que l'un prendra une Biolix 1, l'autre prendra une 750 FZX plutôt militarisée, et mon petit frère roulera sur un 600 XT 3TB, tout d'origine. Celui-ci servira régulièrement à sécher nos bottes, qui seront rudement mises à l'épreuve lors de ce périple extrêmement humide. Les deux groupes, celui de mon ami à Paris et le mien, se préparent dans leur coin et nous partirons en juin. Mais cette année 2016 est particulièrement mauvaise au niveau météo. Nous savons que la tâche sera particulièrement difficile. Et le col du Stelvio va ouvrir tout début juin. Nous allons donc passer sous la neige. Ça sera plutôt épique. Il me reste beaucoup de travail. Les semaines passent. Les mois passent. J'ai beaucoup de boulot à l'atelier. Et je me décide enfin à avancer au cœur du mois de mai, c'est-à-dire à peu près 3 semaines avant le départ,
à avancer mon chopper. Il va falloir l'équiper de freins, le fiabiliser, lui faire un faisceau électrique, lui mettre un éclairage et surtout lui choisir des pneus dignes de ce nom et enfin lui donner son petit caractère rock'n'roll que j'apprécie particulièrement. La législation suisse est quand même assez difficile en matière de moto, mais je prendrai le risque. Et pour cela, je vais adapter une chicane qui permettra à ma machine de se faufiler très discrètement au cœur des villages helvètes. Nous avançons sur le calendrier, les deux équipes sont de plus en plus prêtes et nous sentons une ambiance monter, ma foi, très agréable. Cette ambiance de challenge, cette ambiance d'une histoire que vous avez envie de vivre et d'un moment entre amis qui va être fort en valeur et fort en souvenir. Nous sommes à l'aube du départ et j'ai quasiment terminé ma moto. Je la terminerai exactement le soir même avant le départ, comme à mon habitude. Nous chargeons nos sacs et les deux équipes sont sur le départ. Ceux de Paris sont déjà partis et j'avoue qu'ils sont assez mal embarqués car leur flotte est composée d'une BM R100 très fiable, d'une BM R80 RT qui transporte un énorme baril d'eau afin de se doucher, et oui, dans la garde républicaine on est très propre, et surtout d'un 400 DRZ qui manque totalement d'allonge, mais d'une Kawasaki Godier-Genou qui causera bien des soucis à notre équipage. Il m'informe d'ores et déjà que celle-ci ne charge pas, l'alternateur a l'air mort. Alors par précaution, j'ai commandé un alternateur à l'avance que j'ai reçu en express et je le glisse au fond de mon sac. C'est enfin le jour du départ. Nous sommes enchantés. Malheureusement, je regarde le ciel et nous avons droit à 10 minutes de beau temps. À peine la première enclenchée, des sauts et des sauts de pluie à n'en plus finir s'abattront sur nos casques. Déjà, le 750 FZX donne des signes de faiblesse. Une myriade d'étincelles sort de la culasse, les fils de bougies sont moisis, nous ferons avec. Ma moto roule tant bien que mal, malgré cette pluie tonitruante qui envahit nos moteurs. Et nous arrivons à Chamonix, puis passons la douane de Martigny, il fait déjà nuit. J'ai pris un casque jet avec des lunettes de ski, mon visage est littéralement mitraillé de cette pluie qui est saillante. Coûte que coûte, je serre mon guidon et le froid arrive. Nous commençons à rentrer dans le massif du Gruyère. Nous roulons de manière véloce, sans nous arrêter. Finalement, aucun problème à signaler. Nous avançons plutôt dignement. Et la fatigue nous pousse à nous arrêter quelque part. Il s'agit d'une entrée de centrale hydraulique située sur le bord d'une nationale. Celle-ci est plutôt visible, mais assez profonde pour faire un abri. Nous prenons notre petit casse-croûte, établissant notre camp, et ce sera un réveil en fanfare par la police locale, très étonné de voir cet équipage encombré par de multiples affaires réparties dans cette espèce de hall, et surtout avec ces machines un petit peu bizarres. Circonspects, ils nous laisseront partir, quoi qu'il arrive, une fois que nous avions décidé de leur avouer notre destination fatale. Après cette nuit plus que courte, nous décidons de retrouver notre groupe d'amis. Et la Kawasaki, de leur côté, a vraiment été un cas difficile. Ils ont été obligés de démonter une machine à laver sur le bord de la route pour en récupérer les câbles électriques et de raccorder avec une batterie auxiliaire cette moto afin qu'elle puisse avancer jusqu'au point de rendez-vous. Nous nous retrouvons et nous sommes vraiment heureux de les retrouver. Ce sont de sacrés gaillards. Ce sont des espèces de héros. Des héros qui nous enchantent par leur façon de conduire, leur stature, leur qualité humaine et surtout leur respect sur la route et leur précision. Ce sont avant tout des gaillards et des aventuriers. Il n'y a pas de doute, le périple va bien se passer. Nous trouvons un concessionnaire Kawasaki situé non loin du massif du Gruyère et d'Interlaken. Ce concessionnaire nous servira d'hôte, très étonné de nous voir ouvrir le carter de cette Kawasaki couchée par terre et de changer ce stator meurtri par les années.
Une fois la moto redressée, elle fonctionne et la batterie charge enfin, ce qui va nous permettre de réaliser ce périple sans plus tarder. Et c'est parti. Nous suivons Adrien, ce sera notre capitaine pour ce périple. Et moi, je serai en dernière file avec mon chopper. Ce chopper étonne mes compères militaires à plus d'un titre. Une moto improbable avec un pneu de trial à l'avant, un pneu de pluie de circuit à l'arrière et surtout, mine de rien, un moteur assez performant qui saura les tenir en haleine sur les routes humides de la vallée dans laquelle nous allons nous engager juste après. Et s'ensuit un défilé absolument hallucinant de paysages helvétiques, des vertes vallées, des pâturages, des animaux partout, des villages absolument somptueux, des montagnes à n'en plus finir, et ces routes qui serpentent où on ne voit jamais la fin, avec toujours un goudron de qualité, des trains partout pour desservir le moindre village de montagne, et toujours ces voitures bien rangées, toutes propres, des petits concessionnaires Subaru au cœur de villages alpins totalement perdus, toujours un magasin de gruyère pour trouver de quoi manger. Nous traversons les principaux grands cols qui vont nous permettre de rallier le Stelvio. La météo est plutôt mitigée, mais disons que ça fera l'affaire. Au fur et à mesure que nous avançons sur le parcours, nous prenons nos habitudes. Nous savons qu'il ne faudra pas trop coller nos motards militaires, car ils sont vraiment aguerris. Ils roulent comme des culbutos, l'un derrière l'autre, et sont synchronisés au millimètre. C'est une chose vraiment hallucinante que de voir ça. Nous essayons de suivre tant bien que mal, surtout moi, avec mes trajectoires, disons, légèrement artistiques. À force d'avancer sur l'itinéraire, nous avançons aussi vers une météo extrêmement difficile. Et le dernier soir, avant d'arriver sur la grande vallée qui mène au Stelvio, nous sommes complètement désemparés. Des quantités de pluie abominables s'abattent sur nous. J'ai toujours pour habitude de beaucoup regarder autour de moi quand je roule. Et je repère des hangars à quelques centaines de mètres à la sortie d'un village. Il s'agit d'une base militaire. Une base militaire où nous allons demander asile pour la soirée. Il pleut tellement que les militaires sont épris de pitié pour nous. Ils nous permettent de dormir devant des hangars dans lesquels sont stockés plusieurs centaines de tanks et d'engins motorisés. Toutes nos affaires sont littéralement trempées. Aucune n'a résisté aux bourrasques, au vent et aux millions de litres de pluie que nous avons pris sur la face. Pourtant, nous avons pris des précautions. Sacs étanches, doublement renforcés de sacs plastiques, mais rien n'y fait, l'eau est partout. Transi de froid, je réchauffe une boîte de raviolis pour moi et mon petit frère sur un camping-gaz qui ne veut pas s'allumer et que je vais renverser 5 minutes plus tard, perdant la moitié de mon repas. Mais la nourriture ne manque pas dans l'équipe, ça ne posera pas de problème pour la suite. Nous nous réveillons le matin. La nuit a été, plutôt difficile, mais nous avons la chance d'être tout de même abrités. Par contre, rien n'a séché. Vous connaissez cette sensation qui est de remettre une paire de chaussettes littéralement mouillées avec des sous-vêtements humides et un blouson en cuir qui pèse 2 fois son poids car celui-ci est rempli d'eau. C'est ma sensation ce matin. Mais je suis particulièrement excité à l'idée de pouvoir enfin rejoindre le Stelvio avec cette moto. Il est temps pour nous de quitter cette base militaire pour rejoindre ce fameux col, ce col du Stelvio, que nous attendons tous. Nous avions tellement entendu parler de ce col auparavant. Mais pour ça, il va falloir traverser une très grande vallée qui s'appelle le Val Müster. La vallée de Müster.
Le Val-Mustère est en fait un parc naturel, absolument fantastique. C'est un petit coin de terre extrêmement particulier situé au-delà du col de l'Ofen, avec des prairies verdoyantes à perte de vue et surtout des villages charmants. Il offre un contraste absolument palpitant avec la nature sauvage de tous les parcs voisins. C'est tout simplement une bulle de biosphère. Je ne connaissais pas ce parc avant de m'y rendre et j'avoue qu'à chaque fois que j'y passe, je suis littéralement ébahi par tant de verdure, tant de nature et tant de vie. Nous allons parcourir la route qui traverse ce parc sur à peu près 80 km et la pluie a redoublé d'efforts. Et pourtant, je suis plus motivé que jamais. J'enfile mes gants qui n'ont pas séché de la veille et c'est parti pour rejoindre ce fantastique col du Stelvio. Le temps est encore pire que ce que nous avions imaginé. Ce n'est plus de la pluie, ce sont les cieux qui nous urinent sur la face. Et ils ont dû bien boire la veille. Mon chopper Kawasaki, à base de tubes de chauffage, ronronne parfaitement. Il adore la pluie. Cette ambiance d'air humide a l'air de réconforter ses pistons. Et pourtant, je ne sais pas ce qui va me prendre à ce moment-là. Je vais m'élancer sur toute la vallée du Val du Mustère, à fond, avec cette machine improbable, sous la pluie, car le choix des pneumatiques était absolument improbable, mais surtout digne d'intérêt et de succès. Les pneus pluie mordent sur le goudron et je ne glisse pas d'un centimètre. Tous mes compères, y compris ceux de la garde républicaine, sont plutôt hésitants. Et j'avance devant le groupe en fendant l'air et me retrouve facilement à un quart d'heure devant toute l'équipe. Je suis sur un petit nuage. Non pas parce que je suis devant, mais tout simplement car je suis en osmose avec moi-même. J'ai l'impression de voler. Je passe sur ces routes constellées de cyprès, de mélèzes et de sapins. Je vois ces vallons perdus et ces animaux qui cherchent un petit peu de végétation à manger. Je vois ces villages accrochés en haut des falaises. Je vois ces maisons blanches et colorées de bois. Et surtout, je distingue au loin le confin du massif du Stelvio. Il me donne de l'espoir et je sais que pourtant, avec ma moto, je vais souffrir. Et c'est bien ce qu'il va se passer. La route commence à se resserrer et je commence à perdre énormément de maniabilité. Les collègues se rapprochent et finissent par nous dépasser. Et le Stelvio se dessine devant nous avec la température qui baisse de plus en plus. Nous arrivons à la fin de ce vallon fantastique dans le petit hameau de Santa Maria. C'est la dernière étape où nous pouvons croiser de la vie, vulgairement parlant. Et la route va extrêmement se resserrer puisqu'il s'agit d'un petit bras qui permet de rejoindre l'itinéraire pour le Stelvio. Celui-ci est littéralement tortueux. Et c'est celui-ci que nous allons prendre. Je vois quelques vélos qui sont fort courageux puisque la température approche les 0 degrés. Je me demande comment ils vont parvenir à grimper là-haut. Et c'est pourtant moi qui vais être en difficulté beaucoup plus rapidement que prévu. Ma moto a tellement mangé d'eau que l'eau s'est infiltrée dans les bobines d'allumage. Mais ça, je ne le sais pas encore. Le groupe me double car j'ai beaucoup de mal à franchir les premières épingles. Et je finis par me retrouver en toute dernière position, suivi par mon petit frère en 600 XT. Celui-ci voit bien qu'il y a un problème car je suis obligé de prendre les épingles en 2 fois et que, visiblement, la neige est en train d'arriver. Au final, la moto va s'arrêter, littéralement dans une épingle et ne plus rien savoir. Elle grille des fusibles en permanence et j'ai eu la bonne idée d'en prendre à mon paquet. Malheureusement, je ne trouve pas la panne. Et mon frangin, qui, bonhomme qu'il est, sort une espèce de toile qui servira de service de dépannage
en bord de route pour réparer le chopper. À force d'investigation, je finis par trouver la panne et l'isole. J'arrive à réparer ma bobine, plutôt mon connecteur défectueux qui prend l'eau, avec du cellophane et du Chatterton tant bien que mal. Ça servira pour la protéger. Mais maintenant que la moto démarre, il restait juste ce qu'il fallait de batterie pour qu'elle puisse repartir. Il va falloir monter ce col, et ça ne va pas être une mince affaire. Le brouillard nous tombe dessus, tous les amis sont arrivés en haut, et pris par le temps, l'équipe des militaires a dû repartir, car ils doivent monter sur Paris. Je suis très déçu de ne pas avoir passé ce col avec eux, et surtout très déçu qu'ils ne m'aient pas attendu. Je sais très bien qu'il y a des impératifs, mais on a vécu cette aventure ensemble. J'aurais tellement aimé les serrer dans mes bras, devant le panneau du Stelvio, chose que j'ai corrigée beaucoup plus tard sur la vidéo du Stelvio que vous pouvez voir en catégorie aventure sur la chaîne. Cela fait déjà bien 40 ou 50 minutes que mon équipe est arrivée en haut du col. Et pour ma part, je n'ai pas encore passé la moitié du col. Il neige littéralement à gros flocons. Le froid, plus mes carbus à l'air libre, plus ma partie cycle improbable, mais surtout l'altitude qui génère à ma carburation bien des problèmes. Je me fais même doubler par un vélo dans une épingle. Je monte péniblement, mon frère lui me suit, le brouillard nous entoure et nous ne voyons pas à 2 mètres. Mes mains sont littéralement congelées. Ma face, n'en parlons pas. Mon masque de ski fait plutôt office d'écran anti-vision que d'écran de vision. Et tant bien que mal, je vais passer toutes les épingles, parfois en 2 fois, puisque la moto a beaucoup de mal à s'élancer, et arriver tout en haut du Stelvio, là où mes amis m'attendent. Une fois arrivés en haut de ce col, ils sont congelés. À force de m'attendre, sous la pluie et la neige, le temps a redoublé en dureté. Et nous n'allons pas pouvoir malheureusement nous attarder car finalement, il n'y a pas grand chose à voir à part quelques potes littéralement congelés. Mais l'effort est fait et il va déjà falloir penser à redescendre. Parce qu'il est bientôt midi et qu'à midi, j'ai toujours faim. Sauf que ma moto ne redémarrera jamais en haut de ce col. Et je vais décider de descendre en roue libre. Malheureusement, la route est extrêmement humide et la roue avant va projeter sur mes carburateurs beaucoup d'eau qui va tout simplement redescendre dans mon carter d'huile. Une catastrophe. Arrivé en bas, nous arrivons à rejoindre un supermarché qui sera par chance ouvert le dimanche matin. Supermarché dans lequel nous allons improviser un rinçage moteur avec une vidange, proprement parlé, de l'huile-moteur de diesel trouvé à bon prix et un bac de vidange bricolé sur le trottoir. Ce soleil réapparaît et nous sommes comme des chevaliers qui auraient mené une trop longue bataille. Une bataille contre les intempéries. Et mine de rien, je sens dans le cœur de mes compères une très forte déception que nous n'ayons pas pu passer le col ensemble avec nos amis militaires. Mais le plus fort de l'équipe est là. Nous allons pouvoir descendre toute la vallée de Bormio et rejoindre le fantastique lac de Mandelo qui nous accueillera avec un bleu étincelant sous un soleil salvateur. Je profite de chaque rayon du soleil. On se stabilise sur l'autoroute pour se reposer et contemplons le paysage des Alpes italiennes. Au fur et à mesure, au fil des pauses, la journée se passe, le soir tombe et nous approchons des plaines de Lombardie, Milan, Turin, et nous décidons de passer en majorité par les nationales. C'est le moment de la culture des fleurs là-bas et nous sommes littéralement submergés
par des senteurs printanières absolument fantastiques. Surtout, ce vent d'énergie, ce vent d'aventure qui nous accompagne, digne d'une épopée, sera à jamais gravé dans nos mémoires. Et nous sommes regonflés à bloc pour repasser les Alpes dans l'autre sens afin de retourner en France. Quand vous roulez en groupe de cette manière, vous sentez une cohésion sans pareille. Vous sentez une énergie qui vous anime, cette envie d'aventure, cette envie de soulever des montagnes avec vos amis. Et pourtant, vous n'êtes rien que des motos sur la route. Vous êtes totalement transparent dans la population, mais dans votre cœur, vous savez que vous vivez quelque chose d'exceptionnel. La journée se passe et nous arrivons à revenir sur le Mont Cenis que nous décidons de passer sur l'itinéraire traditionnel. Et nous le passerons de nuit, quasiment dans un froid polaire, pour arriver chez nous à 4 heures du matin. Il nous aura fallu quasiment 20 heures entre de multiples arrêts, histoire de profiter un petit peu du pays et de la route, de résoudre quelques pannes puisque j'ai perdu mon bouchon d'essence en cours de route, que j'ai rafistolé avec le culot d'une bouteille de coca, pour rentrer chez nous. Cette aventure fut littéralement mémorable, épique. Elle fait partie d'une des meilleures aventures que j'ai pu vivre en moto. Et j'espère que vous pourrez faire de même. Si vous passez au Stelvio, pensez à ce mec qui essayait de le passer en chopper à moteur Kawasaki assemblé à partir de tubes de chauffage. Merci, c'est la fin de cet épisode de Garage Story.